Bonjour, nous sommes sur Eurocomics avec Eric Erengel, auteur de la série Hello. The Conqueror, salut, dont nous avons Salut. les tomes 1 et 2 parus chez Ankama. Bonjour Eric, salut, Bonjour le salut. Brésil. Oui, comment vas-tu Eric en France? On va très bien. Il fait très chaud, j'imagine. Ouais, il fait 30 degrés ici. Et tu es correctement habillé, hein? Ah, mais là, blouson de pilote qui va bien, la casquette, pour faire plaisir aux lecteurs. Bienvenue sur Eurocomics, la seule chaîne YouTube brésilienne dédiée à la BD européenne. Et pour commencer, Ouais. peux-tu nous faire un petit résumé de ce qui se passe dans la série pour les lecteurs brésiliens qui ne la connaissent pas encore? Bah, c'est simple, j'ai pris le principe que tout le monde connaît le film de King Kong. En 1933, King Kong est amené sur l'île de Manhattan pour être présenté aux Américains. Elle s'échappe, l'armée américaine tue la bête. Moi, je pars du principe que l'armée américaine n'arrive pas à tuer King Kong, évacue la zone pour protéger les civils. Et 10 ans après, nous découvrons au début de l'histoire de The Kong Crew que Manhattan est une zone euh, où la bête peut survivre, mais personne n'a le droit d'y entrer, personne ne peut sortir, et The Crew est l'unité des pilotes qui surveillent la zone pour respecter cette règle. Et d'où est venue l'idée de créer une suite en bande dessinée pour King Kong, ces films-là sortis en 1933? La raison est simple, c'est que depuis que je fais la bande dessinée, ça fait dire depuis 1992, on m'a souvent demandé pourquoi je ne faisais pas de bande dessinée sur les pilotes, enfin sur les avions, parce que mon père était pilote d'aéronaval dans les années 60. J'ai des amis qui sont pilotes dans la chasse et j'avais envie de raconter une histoire de pilote, mais pas une histoire d'avion. Parce que dessiner les avions, c'est sympa, mais ça raconte pas une histoire. Donc pour moi, il me fallait un écrin différent. Et l'histoire de King Kong, c'est revisiter un mythe du fantastique populaire, comme Frankenstein ou Dracula. Et de mixer une histoire de pilote perdu dans Manhattan qui est devenue une jungle et King Kong me semblait assez amusante. Voilà. Et peux-tu nous parler un peu des éditions en anglais de Concru parce que je sais Ouais, qu'elle existe. j'ai un exemplaire ici. Ah Préparé, oui, attention. Ouais, oui, un petit oui, c'est exemplaire. bon. Alors, c'est un petit format, hein. Si on Uh-huh. compare, derrière, j'ai un format de l'album. On voit bien que c'est un petit format américain. La différence, c'est que la version française est en couleur. La version anglaise, c'est du noir et blanc. Oui. C'est petit format en noir et blanc sur un beau papier. Et l'idée, c'était de publier en anglais pour avoir une version qui soit lisible dans tous les pays à l'exportation, c'est-à-dire en Europe comme à l'international. Qu'attendre du tome 3 de Concru Ah, qui sera publié chez Ankama? Il est oui, tout déjà à fait. publié aux États-Unis? Non, non, là, j'ai terminé le comics qui correspond au premier tiers de l'album, donc le comics numéro 5. Le prochain album en Kama va faire 72 pages, donc il fera l'équivalent de 3 comics de 25 pages, ou 24 pages. Et donc j'en ai fini un qui doit sortir pardon, dans 3 ou 4 mois, en fin d'année. Qu'attendre de l'histoire? C'est l'évasion. On a 3 albums de plus en plus importants en pages. Le premier raconte la découverte de Manhattan, Jungle, et la prison dans laquelle vit King Kong. On découvre aussi les habitants de Manhattan. La deuxième, les enjeux se préparent, c'est-à-dire qu'on voit des personnages arriver dans la zone, tenter de survivre ou d'aller collecter des informations. Et le troisième album sera l'évasion, c'est-à-dire comment mes personnages vont se rencontrer, s'en sortir et qui va s'en sortir, parce que certains vont pas arriver à s'en sortir. Et aussi, on va découvrir les personnages tels que Damara, qui est la reine des Amazones, qui va devoir non pas se battre que contre l'armée américaine, mais aussi contre certaines personnes en interne dans son propre camp qui auraient bien envie de prendre sa place. Et puis, on va découvrir aussi le personnage assez sinistre de Nergal, qui est un chasseur de primes, qui n'a aucune loi et qui ne respecte qu'une seule loi, c'est la sienne. Et on va voir un peu comment ça va se passer. Voilà, la suite est fin pour le prochain album. Et est-ce qu'on peut compter sur des spin-offs pour cette série-là? La fin de la série se termine sur une situation pour un des personnages qui est vraiment très compliqué et qui obligerait l'armée américaine à revenir dans la zone assez rapidement.
parce que le problème va être très, très, très difficile à gérer à court terme. Je ne peux pas raconter ce qui va se passer, mais on a une nouvelle histoire totalement autonome et différente, mais dans le même endroit, Manhattan Jungle, avec de nouveaux personnages. Avec un autre titre de série, évidemment. Ça serait The Conclue, mais ça serait encore une autre histoire. Je l'ai en tête, mais si je vous dis le titre de l'histoire, c'est déjà spoilé. Donc C'est pas grave. Qu'est-ce que tu peux nous raconter en ce qui concerne ton processus de travail pour la création des planches, la mise en alors moi, couleur, les dessins, des choses comme ça? je travaille de façon très classique. C'est-à-dire que je fais d'abord un storyboard sur du papier de photocopie, des petits formats. Mhm. Ensuite, je travaille en plus grand la version du crayonné sur un format qui fait 40 sur 50 cm. Et puis après, ce crayonné, je le passe à l'encre de Chine. Et ensuite, une fois qu'on a scanné cet original en noir et blanc, je le mets en couleur par ordinateur. Donc, c'est la phase de mise en couleur est faite par ordinateur. Donc là, pour vous montrer, j'ai une planche, par exemple, du prochain album. Oh mon Dieu. Oh oui, c'est grand, hein? C'est grand, Ouais, c'est c'est très grand, grand. hein. Je travaille sur du très grand format. Moi, à l'ancienne, version bah, comme faisait Alex Raymond, Milton Caniff, tous ces mecs-là, quoi. J'en ai une autre ici. On est sur du papier 300 grammes de très grand format. Voilà. Bien sûr, il y a des monstres, des ptérodactyles. Oui, c'est incroyable. Les pages que j'ai montrées, elles sont passées nulle part, hein. Tu les as vues en premier, hein. Je les ai Oui, montrées à personne. je suis le premier, le Ouais. Brésil, pour le Brésil. Ouais. Merci, merci beaucoup. Personne ne les a vues. Merci, merci, merci de votre gentillesse. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien le contact du papier. Et j'aime bien l'ordinateur parce que ça me permet de solutionner aussi. C'est-à-dire que quand j'ai une mise en scène compliquée à faire, je la découpe case par case et je la passe sur informatique pour ensuite travailler mes plans et les agrandir ou les réduire. Donc je peux aussi utiliser l'outil informatique comme un accélérateur de recherche quand j'ai besoin de concentrer ma narration ou de l'exploser, de l'agrandir, de la rythmer. En fait, je peux faire des tests en fait, par informatique avant de passer à la version crayonnée définitive. Merci. Et quelles sont tes influences en ce qui concerne la BD américaine Alors, et franco-belge? américain, c'est l'âge d'or, c'est Will Eisner, Milton Caniff, Al Williamson, Frazetta. Je pense tous les dessinateurs de l'âge d'or qui ont un traitement très poussé du noir et blanc. Eisner est un grand, grand auteur du noir et blanc. D'ailleurs, les villes, la manière dont je dessine mes villes, on me dit souvent elles rappellent beaucoup la manière de traiter les architectures que Will Eisner a utilisées. C'est presque inconscient chez moi. Je le fais à la plume et à la peinture grise. Et le résultat est très proche finalement de la démarche de Will Eisner parce qu'il a dû utiliser bien avant moi cette technique. Et c'est simple, quand on utilise un instrument, on a souvent le même résultat. Donc, ça fait partie de mes grandes influences américaines. Plus récemment, c'est Dave Stevens, Mark Schultz Mhm. ou Steve Rude sur Nexus. Souvent des dessinateurs qui ont un traitement assez élégant du dessin. Et après, en BD française, franco-belge, on va dire, ça va aller de Hugo Pratt parce qu'il a un trait et une narration qui est toujours aussi d'une élégance parfaite. Corto Mais ça Maltese. peut... Corto Maltese, oui, c'est formidable. On peut aller chercher aussi du côté de Yves Chaland, qui avait une esthétique, une élégance incroyable, mais C'est de la aussi ligne claire. Franquin. Franquin, qui est le classique belge, qui est passé d'une sorte de ligne claire à une ligne beaucoup plus personnelle jusqu'aux idées noires, donc il y a une évolution constante. Et puis après, on n'échappe pas à Jean-Giraud Moebius, qui est Les le maîtres. maître à tous. Oui, on peut pas échapper à lui. Mais j'ai une grande affection. Par exemple, moi, je lisais beaucoup Mézières, par exemple, sur Valérian. Quand j'étais enfant et adolescent, j'ai énormément lu de Valérian, que j'ai lu et relu, plus que les Blueberry. Parce que mes parents aimaient la science-fiction, qui m'achetaient les BD de Valérian. Donc j'ai une culture, c'est un peu comme la division entre les Beatles et les Rolling Stones. Les gens disent Mézières ou Moebius. Moi, j'avais une culture Mézières quand même, avant d'être tombé sur Moebius plus tard, en étant plus âgé. Je ne peux pas citer d'auteurs récents enfin, il y a des auteurs très récents que j'admire, que j'aime lire, mais c'est pas la même force. Quand on lit adulte un auteur talentueux, il va pas avoir la même résonance quand on le découvre avec cette espèce d'émerveillement qu'on a à l'âge de 14 ans. L'empreinte est plus forte au moment où on le découvre quand on est jeune. Donc, on n'échappe pas à cette première découverte, on n'y échappe pas. Merci. Et connais-tu des auteurs brésiliens de BD dont tu apprécies peut-être les travaux?
Je peux pas citer de mémoire brésilien parce que je les confonds certainement au niveau nationalité, donc j'en suis désolé. J'ai pas la Non, sans culture problème. nationale, mais Mais je peux citer un auteur brésilien qui habite en oui. France. Il est très connu. Il s'appelle Léo. Il est Ah l'auteur, oui, tout à fait. Tout oui, il à est fait. Ouais. l'auteur Oui, oui, de Monde d'Aldébaran. oui, tout à fait. Oui, en le disant, tu me le rappelles, c'est vrai, tout à fait. Ouais. Les Sud-Américains ont une grande qualité de dessinateurs, illustrateurs noir et blanc. C'est assez incroyable. Il y a un traitement, on les reconnaît en fait. Ils ont une qualité assez forte. Surtout dans les années 70, il y avait une maîtrise incroyable. D'ailleurs, Pratt est parti un moment en Argentine et a construit une partie de sa carrière en Argentine et il a été très C'est influencé à pour l'époque faire par les auteurs. Sergent Kirk. Oui, oui, c'est Oui, ça. tout à fait. Sergent Kirk, ouais, tout à fait. Ce que je remarque, c'est que beaucoup d'auteurs sud-américains ont fait carrière dans d'autres pays. Je pense que c'était un problème lié aux éditeurs disponibles et que c'était plus simple d'aller aux États-Unis ou en Europe par la possibilité d'avoir accès plus facilement à plus d'éditeurs qu'en Amérique du Sud. Je crois qu'il y a certainement une cause qui a provoqué le départ de certains auteurs. Ouais, tout à fait. Vers l'Italie ou vers la France à un moment, ou vers les États-Unis. Merci. Merci beaucoup, Eric, J'en prie. d'avoir accepté notre invitation brésilienne. Nous te souhaitons beaucoup de succès dans ton travail. Merci. En plus, c'est peut-être l'interview la plus éloignée de chez moi que j'ai fait de ma carrière, je crois. Avec plaisir, hein. À bientôt. Je te remercie. Ciao. Bon vol. Oui, ciao.